Dans cet épisode de Cruauté en Face Story, nous revenons sur une affaire où la confiance placée entre de mauvaises mains a eu des conséquences irréversibles. Un quotidien banal, un entourage familier et une trahison que personne n'avait vu venir. Un climat de tension étouffé, des comportements banalisés et une décision aussi froide que préméditée. Nous croyons souvent que le mal frappe de loin, masqué, anonyme, mais parfois il partage nos repas, nos souvenirs, notre intimité. Je suis Genéza, et aujourd'hui, nous allons voir comment une vie ordinaire a sombré dans l'impensable. Préparez-vous, car parfois, le danger porte le même nom que la famille. Sean Paul Eckard est venu au monde le 12 octobre 1990 dans la modeste ville de Palo, nichée dans le comté de San Diego. Un coin tranquille d'Amérique, en apparence. Ses parents, Donna et Samuel Eckard, lui ont donné un frère aîné, Stanley Elias Eckard, né 2 ans avant lui. Quant à la fratrie élargie, un joyeux patchwork familial. Donna et Samuel avaient eu 6 autres enfants de précédentes unions, mais seuls 3 prénoms ont émergé dans la lumière des médias: Jennifer, Laura et Jay. Ceux-là vivaient bien loin de la maison, sur l'autre côte du pays, en Floride. La petite famille s'était installée dans une maison en location à San Diego. C'est là que Sean et Stanley ont grandi, bercés entre complicité fraternelle, solitude partagée et petits coups bas typiques de l'enfance. Leur quotidien semblait paisible, presque banal. Sean, lui, a captivé les cœurs dès le départ. Il avait ce truc, ce magnétisme inné, charismatique, généreux, sociable, bref, le gamin que tout le monde adorait, surtout sa mère. Pour Donna, Sean, c'était le petit rayon de soleil, une bouffée d'oxygène dans le tumulte de la vie. Un attachement si flagrant qu'il est devenu, bien malgré lui, le sujet préféré des moqueries familiales. Rien de méchant, juste ce genre de taquineries qui trahissent en creux un petit fond de jalousie. Les aînés, même à distance, ne rataient pas une occasion de plaisanter à ce sujet, mais tous, sans exception, aimaient sincèrement Sean. Il faut dire qu'il illuminait la maison, surtout quand les parents, souvent pris par leurs obligations, notamment sa mère, très investie dans l'église, laissaient les garçons livrés à eux-mêmes. Sean et Stanley se sont donc souvent retrouvés seuls, mais ils ont construit une relation fraternelle assez équilibrée. Bien sûr, il y a eu des disputes, quelques cris, des portes qui claquent, du classique. Stanley, en bon grand frère, aimait bien titiller son cadet. Et Sean répondait, rien d'anormal, juste la vie, brute et imparfaite. En grandissant, Sean s'est distingué de ses parents. Là où eux étaient discrets, presque effacés, lui rayonnait. Il a cassé les murs invisibles que la famille avait érigés autour d'elle. Les Eckard ne parlaient à personne, pas de souci, il s'en est chargé. À force de sourires et de mots bien placés, il s'est mis tout le quartier dans la poche. Et puis un jour, il a rencontré Mary Jane, leur voisine, originaire de Torrance, dans le comté de Los Angeles, mère célibataire de 2 enfants, une femme avec ses propres tempêtes, et entre elle et Sean, le courant est passé. Mary Jane adorait les animaux, et quand je dis adorait, c'est au point de transformer sa maison en mini-ferme. Chevaux, poules, moutons, il ne manquait plus qu'un lama, et elle ouvrait un zoo. Forcément, cette ménagerie a piqué la curiosité de Sean. Alors, il a commencé à lui rendre visite, souvent, très souvent. Et comme il n'était pas du genre à venir les mains vides, il proposait son aide pour s'occuper des bêtes. Petit à petit, il a passé de plus en plus de temps chez elle. Il jouait avec les enfants, riait avec eux, et a fini par se lier d'amitié avec Daniel.
Très vite, la maison de Mary Jane est devenue une deuxième maison. Chez lui, l'ambiance était, disons, plus distante. Les parents, trop pris par leurs responsabilités et pas très bavards, n'étaient pas souvent disponibles. Mary Jane, elle, la chouchoutait. Elle adorait sa compagnie. À un moment donné, elle l'a carrément considéré comme son troisième enfant. Ils formaient une sorte de famille recomposée informelle. Sean, Mary Jane et les enfants partaient souvent en balade sur les belvédères de San Diego. Regarder la vallée ensemble. C'était devenu un petit rituel, simple mais précieux. Mais en 2005, tout a basculé. Sean avait 15 ans. Il était au lycée, insouciant, jusqu'au jour où il a appris que leur maison allait être vendue. La douche froide. Donna et Samuel ont tout tenté pour trouver un logement abordable dans le quartier. Peine perdue, ils ont dû faire un choix, et pas un facile. Selon certaines versions, ils ont quitté la Californie pour s'installer en Floride afin de se rapprocher de la mère de Donna, dont la santé déclinait. Selon d'autres, c'est la mère de Samuel qui les a invités à emménager chez elle pour les aider financièrement. Bref, quelle que soit la version, les Eckhardt ont tranché. Direction la Floride. Sean, lui, a eu le cœur brisé. Quitter la Californie, ses amis, Mary Jane, tout ce qui faisait son équilibre, c'était hors de question. Il a même supplié ses parents de le laisser vivre chez elle. Mais ils ont refusé. Par amour, bien sûr, et parce que, eh bien, c'est ce que font les parents. Ils vous arrachent à votre vie pour votre bien. Le déménagement a eu lieu en août 2005. Nouveau décor, Spring Hill, une maison avec un immense jardin à l'arrière. De quoi compenser un peu. Les deux frères ont été inscrits dans le lycée local. Donna a trouvé un poste à la garderie de l'église presbytérienne. Samuel, lui, est devenu homme de ménage dans la même paroisse. Étonnamment, l'adaptation s'est bien passée. Sean et Stanley se sont rapidement fait des amis. Le plus proche, Christian, le voisin d'à côté, avec qui ils ont passé des soirées entières à jouer à la console. Et puis, il y a eu Samantha Nicholson, une adolescente du coin qui s'est vite rapprochée des deux frères. Une nouvelle vie a commencé, même si l'ancienne laissait encore une trace. Malgré cette nouvelle vie, ses nouveaux amis et le jardin immense à l'arrière, Sean s'ennuyait profondément. Mary Jane et Daniel lui manquaient. Chaque jour, il les appelait. Chaque jour, il répétait la même chose, qu'il rêvait de revenir en Californie, qu'il comptait bien s'installer chez elle une fois ses études terminées, et qu'il en avait marre de tout ça. Puis, en mai 2006, la famille a encaissé une annonce qui a fait l'effet d'un coup de massue. Stanley a déclaré sans détour qu'il voulait abandonner l'école, juste comme ça. Officiellement, il voulait se consacrer aux arts martiaux et à sa passion pour la collection d'épées. Mais la réalité était moins noble. Il avait simplement mal tourné. Ses fréquentations étaient douteuses et, comme souvent, elles l'ont emporté. En 2007, la chute a été brutale. Stanley a été arrêté pour des faits de fraude. Grosse claque. Finalement, les charges ont été abandonnées, mais le mal était fait. Son image s'est fissurée. Un voisin nommé Ruan, un jeune de 20 ans, l'a décrit comme joyeux, mais aussi menteur, voleur et carrément obsédé. Il mentait juste pour se sentir mieux, a-t-il lancé. Mais dans la famille, les avis divergeaient. Laura, l'une des aînées, voyait en Stanley un musicien brillant, intelligent, au vocabulaire riche, trop riche, peut-être. Assez pour passer pour un type arrogant aux yeux de ceux qui ne le comprenaient pas. Pour elle, c'était simple. Les gens avec un QI élevé paraissent bizarres, c'est tout. Mais Stanley, c'était un bon gars. Et comme un malheur ne vient jamais seul, cet été-là,
Peu après l'arrestation de Stanley, Sean aussi a frappé à la porte familiale avec une annonce qui a serré le cœur de ses parents. Il voulait, lui aussi, quitter l'école. Donna et Samuel ont paniqué. Ils ont vu le film se rejouer. Même décor, même scénario. Sauf que Sean, lui, n'avait pas prévu de sombrer. Il avait juste envie d'avancer autrement. Il a trouvé un boulot dans une chaîne de restaurants au service. Pas glamour, mais honnête. Malheureusement, son corps, lui, a décidé de ne pas suivre. Il est tombé malade, souvent, trop souvent. Il a manqué des quarts de travail et a fini par démissionner. Ce n'était pas de la paresse. C'était une maladie grave. Il souffrait d'encéphalite. L'année suivante, il est tombé dans le coma. 40 jours. Oui, 40 jours d'inconscience, selon sa sœur Laura. À Tampa, les médecins ont repéré des lésions blanches au cerveau. Leur pronostic ? Sombre, très sombre. Ils ont annoncé qu'il y avait peu d'espoir. Mais Donna et Samuel ont refusé d'abandonner. Ils ont tenu bon, prié, espéré. Et le miracle s'est produit. Sean s'est réveillé, dans un état pitoyable, certes, amaigri de 20 kilos, vidé, brisé, mais vivant. Il a dû réapprendre à vivre, accompagné d'une longue thérapie. Et dans cette épreuve, la famille Eckhard ne l'a jamais lâché. Donna, Samuel et Stanley l'ont soutenu sans jamais flancher. Et franchement, sans eux, il n'aurait probablement jamais réussi à remonter la pente. Grâce à leurs efforts, il a fini par retrouver la santé. Mais cette épreuve a laissé des traces. Donna, en particulier, a tellement encaissé de stress et de douleur qu'elle a elle-même fini avec des problèmes cardiaques. Une ironie cruelle, non? De son côté, Sean, après avoir flirté de près avec la mort, a décidé de reprendre sa vie en main. Il s'est remis en tête l'idée de retourner à l'école et a cherché du réconfort auprès de Vera. Ceux qui le connaissaient ont vite remarqué un changement. Il semblait savourer la vie plus intensément. Chaque instant comptait désormais. Avec ce nouvel état d'esprit, à l'été 2009, il a pris une grande décision. Il était prêt à retourner en Californie pour retrouver Mary Jane et Daniel, cette deuxième famille qui ne l'avait jamais quitté en pensée. À son arrivée, il a été accueilli à bras ouverts. Ce moment de retrouvailles l'a encouragé à parler de ses projets, ses rêves, son avenir. Plein d'enthousiasme, il a demandé à Mary Jane de l'aider à financer les frais d'examen pour décrocher enfin son diplôme d'études secondaires. Il lui a aussi confié son rêve, devenir physiothérapeute. Mais voilà, entre le rêve et la réalité, il y avait ce foutu obstacle qu'on appelle l'argent. Ensemble, ils ont commencé à chercher des prêts et des subventions. Sean, persuadé qu'il suivait la voie qu'il fallait, a annoncé à sa mère qu'il comptait s'installer définitivement en Californie. Mais Donna, encore échaudée par les épreuves passées, a mis son veto. Pour elle, c'était trop tôt. Elle estimait qu'il n'aurait pas accès aux soins médicaux dont il avait besoin. Et, en Floride, au moins, il avait tout sous contrôle. Alors elle lui a demandé de revenir. Décision difficile, amère. Mais Sean a obéi. Avant de partir, il a promis à Mary Jane et à Daniel qu'il reviendrait. L'été suivant, de retour en Floride, la vie a repris son cours. Lentement. Sean et Stanley ont continué à se rapprocher de Samantha, leur nouvelle amie. Une complicité naissante. Et bientôt, un triangle amoureux prêt à exploser. Début mai 2010, Stanley et Sean échangeaient des messages avec Samantha. Mais c'est Stanley qui a fait le premier pas. Il l'a invitée à sortir. Elle a accepté. Ils ont passé une soirée parfaite. Dîner, rire, baisers volés à la fin. Et Stanley, déjà en train d'imaginer les faire-part de mariage, s'est empressé de tout raconter à ses amis. Sauf que la vie n'est jamais aussi simple. Après cette soirée,
Samantha a réalisé que ce n'était pas Stanley qui faisait battre son cœur, mais Shawn. Quelques jours plus tard, elle a commencé à sortir avec lui. Important à noter. Ni Shawn ni Samantha n'ont cherché à trahir Stanley. Ils lui ont tout avoué, honnêtement. Mais pour Stanley, ce fut comme un coup de tonnerre dans un ciel d'été. La rupture fraternelle a été brutale. Les disputes ont éclaté, bruyantes, émotionnelles, même devant leurs parents. Pour tenter de limiter les dégâts, Shawn et Samantha ont alors prétendu rompre, en apparence. Mais en réalité, leur relation est simplement devenue clandestine. Cette mascarade, bien sûr, a donné de faux espoirs à Stanley. Ignorant tout de la situation réelle, aveuglé par sa jalousie, il a fini par écrire à Samantha. Et pas pour lui déclarer sa flamme, non, pour la mettre en garde. Selon lui, Shawn n'était qu'un manipulateur prêt à jouer avec ses sentiments. Une déclaration d'amour bien tordue. Le 17 juin 2010, alors que Shawn et Stanley aidaient leur frère Jay à déménager, Shawn a craqué. Il a avoué à Stanley que sa relation avec Samantha n'était pas seulement d'actualité, mais aussi sérieuse. Très sérieuse. Stanley, grand acteur devant l'Éternel, a fait mine de s'en moquer. Sauf qu'à l'intérieur, il bouillonnait. Une rage silencieuse, brutale. Le lendemain, Shawn n'a pas changé ses plans pour autant. Sans se soucier de ce que Stanley pourrait penser ou faire, il a retrouvé Samantha. Ils ont passé la journée ensemble à parler à cœur ouvert. Shawn en a profité pour lui dire ce qu'il ressentait vraiment. Mais tôt le samedi matin, le 19 juin 2010, après avoir dit au revoir à Samantha, Shawn est rentré chez lui, lessivé mais heureux. Il est monté dans sa chambre, a verrouillé la porte et s'est préparé à dormir un peu. Il aurait mieux fait de rester éveillé. De son côté, Stanley avait d'autres projets. Pas de pardon, pas de discussion. Il s'est approché en silence, a forcé la porte, avec une corde à la main. Au début, ce fut une dispute, bruyante, violente. Et puis, très vite, les mots ont cédé la place au coup. Une bagarre, mais pas une bagarre ordinaire. À un moment, Stanley a passé la corde autour du cou de Shawn. Selon ce que Stanley a raconté plus tard, ils seraient tombés ensemble et Shawn aurait reçu un mauvais coup au cou. Un accident vraiment? Horrifié, ou peut-être seulement rattrapé par la réalité, Stanley a constaté que son frère devenait rigide, que son cœur s'arrêtait, que son dernier souffle s'échappait. Pris de panique, il a posé le corps de Shawn sur son lit. Et là, il lui a parlé, oui, à son cadavre, comme pour essayer de comprendre comment ils avaient pu en arriver là. Ensuite, dans un mélange de choc et de froide détermination, Stanley est passé à l'étape suivante. Il a creusé une tombe dans le jardin, à main nue. Puis, il a hissé le corps de son frère par la fenêtre et l'a descendu jusque dans la fosse. Alors qu'il était en train de recouvrir le corps, des bruits étouffés ont réveillé Donna. Intriguée, elle est sortie. Et elle a vu son fils. Stanley, rapide et calme, lui a expliqué qu'il enterrait des affaires de Samantha pour tourner la page. Donna, sans rien soupçonner, s'est contentée de hocher la tête et est repartie dormir. Stanley, lui, a achevé son œuvre. Puis il a imaginé un plan encore plus sinistre. Dans 2 semaines, quand ses parents seraient absents, il comptait déterrer le corps pour s'en débarrasser ailleurs. Sympathique projet, non? Il est ensuite monté dans la chambre de Shawn, a pris son téléphone et a écrit à Samantha en se faisant passer pour lui. Un message de rupture, froid, absurde. Vers 9h30 du matin, Samantha, réveillée, a découvert ses SMS. Elle n'y comprenait rien. Après la soirée qu'il venait de vivre, ses mots sonnaient faux. Peu après, Stanley lui a écrit depuis son propre téléphone et l'a appelé.
il a tenté de la convaincre que Shaun avait fait ses valises et était parti, en Californie, comme ça, sur un coup de tête. Avant de raccrocher, il a lâché l'air de rien. La maison est plus calme maintenant. Ce même jour, Samantha est passée chez les Eckhardt pour récupérer ses affaires. Stanley s'est empressé de lui proposer de la raccompagner, et dans la voiture, il a osé lui avouer qu'il l'aimait encore, qu'avec Shaun parti, il pourrait peut-être recommencer quelque chose, et, étrangement ou tragiquement, ils se sont embrassés, longuement. Le dimanche 20 juin 2010, c'était un jour spécial, l'anniversaire de Donna et la fête des pères, une double célébration. Les Eckhardt ont organisé une petite fête, mais sans Shaun, tout sonnait creux, vide. Ils ont essayé de le joindre, encore et encore. Silence radio. Finalement, Shaun a répondu par SMS, uniquement par écrit, froid, distant, inhabituel, tellement inhabituel que même sans être expert en psychologie, Donna et Samuel ont immédiatement senti que quelque chose clochait, un sale pressentiment, la peur viscérale qu'une tragédie soit en train de se jouer. Le 21 juin 2010, Jennifer, l'une des sœurs de Shaun, s'est rendue chez ses parents pour voir s'il y avait du nouveau. Au milieu de la conversation, Donna a évoqué, l'air de rien, cette étrange fosse que Stanley avait creusée la veille. Jennifer, saisissant que quelque chose ne tournait pas rond, a insisté pour que son père aille jeter un œil. Samuel a commencé à creuser et en quelques coups de pelle, il est tombé sur l'horreur, les bras et les jambes de son propre fils. Il a hurlé, un cri a glacé le sang. Jennifer, paniquée, a immédiatement appelé les secours, mais l'appel est devenu un chaos total. La répartitrice, Jessica Wood, n'a pas réussi à comprendre grand-chose. La voix de Jennifer était brisée, hachée. Samuel, en arrière-plan, poussait des cris déchirants. C'était une cacophonie de douleur. Pendant ce temps, Donna, poussée par l'instinct maternel, a foncé dans la chambre de Stanley. Elle l'a trouvé assis par terre, en larmes, suppliant pardon, répétant que c'était un accident. De l'autre côté, Jennifer, terrifiée à l'idée que Stanley puisse s'en prendre à eux, a supplié la répartitrice d'envoyer la police au plus vite. Après 7 minutes d'un appel insoutenable, les forces de l'ordre sont enfin arrivées chez les Eckhardt. La scène qu'ils ont découverte était d'une tristesse indescriptible. Samuel, à genoux devant la tombe, fouillait la terre à mains nues, tentant de tirer le corps de Shaun hors du sol. L'un des officiers a dû l'arrêter de force. Quelques instants plus tard, Donna est sortie, serrant Stanley dans ses bras. Un geste désespéré, à la fois protecteur et incompréhensible. Stanley a été arrêté sur place et conduit pour interrogatoire. Face aux enquêteurs, il a d'abord multiplié les versions. Il a accusé Shaun d'être accro aux drogues, puis il a prétendu avoir tenté de l'empêcher de se suicider. Bref, une série d'histoires à dormir debout. Il a même tenté de justifier l'enterrement du corps, sous prétexte qu'il voulait épargner à sa mère une douleur trop grande. Ce n'est qu'après 2 heures d'interrogatoire intense que la vérité a enfin éclaté. Une dispute liée à Samantha avait mal tourné. À 22h30, ce même lundi, il a été incarcéré à la prison du comté de Hernando pour meurtre au 2e degré. Pas de libération sous caution. 2 jours plus tard, le docteur Barbara Wolf a pratiqué l'autopsie. Le rapport médico-légal a été sans appel. Shaun présentait des ecchymoses profondes dans les muscles du cou, prouvant qu'il avait été étranglé. La cause officielle du décès ? Traumatisme crânien et cervical. Pour déterminer la nature exacte des accusations, meurtre au 1er ou au 2e degré, le procureur adjoint a épluché chaque détail. Le 1er degré aurait ouvert la voie à une condamnation à mort. Le 25 février 2011, la première audience a eu lieu.
Samuel et Donna étaient là, assis au deuxième rang, le regard vide, comme écrasés par le poids de l'horreur. Le procureur a insisté, il voulait des accusations de premier degré, mais sans réclamer la peine capitale. Quand le juge a annoncé que l'audience serait reportée, Stanley, menotté, pâle comme un linge, a fait un geste apaisant vers ses parents. Ils ont fondu en larmes, une scène déchirante. Finalement, Stanley a été accusé de meurtre au premier degré, mais avec une offre. S'il plaidait coupable, il éviterait la prison à perpétuité. Contre toute attente, Stanley a refusé et a choisi d'être jugé. Son procès a commencé le 9 avril 2013. Son avocat, Alan Hunter, a mené la défense, tandis que le procureur Pitt menait l'attaque. Le procureur Pitt a plaidé la préméditation, pointant la jalousie comme moteur du crime. Face à lui, Stanley est resté froid, presque absent. L'avocat Hunter, lui, a tenté de minimiser les faits. Un accident tragique, né d'une bagarre incontrôlée, pas d'un plan macabre. Après 2 heures de délibération, le 12 avril 2013, le verdict est tombé. 9 femmes, 3 hommes, coupables de meurtre au 2e degré. Malgré les appels de Donna et Samuel pour obtenir un nouveau procès, leur demande a été rejetée. Le 13 mai 2013, lors de l'audience finale, Donna et Samuel, anéantis, ont imploré le juge Anthony de revoir son jugement. À travers leurs sanglots, ils ont essayé, une dernière fois, de sauver leur fils. Le juge, la voix grave, leur a répondu qu'aucun parent ne devrait vivre une telle tragédie, mais le crime était trop grave. La justice devait suivre son cours. Stanley a été condamné à 50 ans de prison, sans possibilité de libération anticipée. Cette sentence a brisé ce qui restait du cœur de ses parents. Avant d'être emmené, Stanley a présenté des excuses publiques à sa famille. Il a reconnu qu'il ne pourrait jamais se racheter. Depuis la Californie, Mary Jane, le cœur en miettes, suivait le procès à distance. En contemplant les vallées de San Diego, elle se souvenait de Sean et de tout ce qu'il aurait pu être. Cette affaire, elle dépasse le simple fait divers. C'est une tragédie familiale, un drame tissé dans le silence, la jalousie et l'aveuglement. Alors, à vous qui regardez cette vidéo, posez-vous une seule question. Et si c'était vous, si vous aviez été à la place de Donna et Samuel, auriez-vous vu venir l'orage? Auriez-vous su quoi faire pour empêcher l'irréparable? Auriez-vous protégé un fils au détriment de l'autre? Parce qu'au fond, c'est ça la douleur insupportable, perdre un fils dans la mort et l'autre dans une cellule. Peut-on aimer équitablement quand l'un des deux franchit la ligne? Peut-on pardonner sans trahir l'autre? Et surtout, que feriez-vous, vous, si votre enfant tuait son propre frère? Eh bien, chers spectateurs, c'est ici que se termine l'histoire criminelle d'aujourd'hui. Je serais très intéressée de connaître votre avis, alors je vous invite à le partager dans les commentaires de la vidéo, toujours dans le respect de la victime et de sa famille. N'oublions jamais que nous pouvons débattre, mais avec le respect que chacun mérite. Je vous rappelle de vous abonner à la chaîne et de laisser un like pour me faire savoir que mon travail vous plaît. Bonne nuit et à la prochaine histoire criminelle.